Bonsoir tout le monde, bienvenue, installez-vous. Génial. Entrez, entrez, on vous attendait. Prenez place où vous le souhaitez. On est très libre. De toute façon, on va parler d'un sujet qui est quand même assez vaste. J'ai l'impression qu'on l'a un peu teasé tout au long de cet après-midi. Déjà, tout à l'heure, j'ai noté quand on a eu la table ronde sur l'acquisition. Il y a eu une petite anecdote qui m'a fait penser à un client où en fait Pauline disait que en fait la recommandation était quand même extrêmement complémentaire à la stratégie d'acquisition. Et l'autre jour, j'étais en rendez-vous client et ils ont enfin compris pourquoi c'était important de satisfaire les clients quand on a dit en fait notre business il repose quand même à 50% sur la reco, sauf que comme on les satisfait pas, ils nous recommandent pas, donc il y a un trou dans la raquette les gars. Et du coup effectivement ça a concrétisé aussi une des raisons pour lesquelles on est là ce soir ensemble à parler de satisfaction. Et quelque chose aussi que j'ai noté tout à l'heure, mais c'était sur la table ronde précédente, donc sur la fidélisation, avec notamment le KPI, c'était chez Malakoff, je ne sais pas si la personne de Malakoff est là. Ah voilà, et ton KPI c'était Easy... Attends, voilà, le Net Easy Score. Je me souviens, le Net, du coup, tu as hacké le Net Promoter Score pour faire le Net Easy Score. Et justement, ce soir, on aimerait aussi vous parler des indicateurs. Donc, concrètement, le pitch de cette table ronde donc, qui porte sur la satisfaction, j'ai la chance d'être accompagnée par 4 personnalités, 4 entreprises. Vous allez le voir, elles ont des niveaux de maturité différents sur l'expérience client, des secteurs d'activité différents. Et c'est aussi ce que je trouve très intéressant dans notre écosystème, c'est que finalement, il n'y a pas qu'une seule forme de satisfaction. Il peut y avoir plusieurs formes de satisfaction et ça dépend fondamentalement du business dans lequel on évolue et de la trajectoire qu'on veut donner à notre entreprise. Typiquement, une association, on peut se dire, une association qui lutte contre la précarité, la satisfaction client, en fait, c'est de ne plus être en situation de précarité. Donc, toutes nos histoires de NPS, de CSAT, ils ne prennent pas forcément de sens dans ce cas-là. Et c'est ce que je voudrais creuser avec vous 4 ce soir. J'ai donc le plaisir d'être accompagnée pour cette table ronde de Ludovic, qui est cofondateur et CEO de Allo. Tu vas pouvoir nous en dire plus tout à l'heure. On va vite rentrer dans le vif du sujet, vous inquiétez pas. Isaline, qui travaille chez Shopopop. Bienvenue. Laure de Doctolib. Et puis Delphine, qui est responsable du service client chez West France. Alors, on va confronter ces 4 expériences sans filtre, avec des chiffres, avec des apprentissages concrets. C'est parti. Déjà, on va poser le décor. Ma chère Isaline, toi, tu es dans une scale-up et donc tu connais quelque chose que peut-être beaucoup d'entreprises pourraient t'envier. C'est non pas la croissance, mais c'est même l'hypercroissance. L'hypercroissance, exactement. C'est pas facile. Alors bonsoir, pour vous présenter en quelques mots Shopopop, donc on est une application collaborative. Nous, notre mission, on est une plateforme de mise en relation entre particuliers. On met à disposition des livraisons à réaliser dans le cadre d'un trajet quotidien pour optimiser un trajet. Effectivement, c'est un nouvel usage qui a vraiment explosé avec le Covid en 2020. À ce moment-là, Shopopop réalisait, il y avait environ 500 000 livraisons réalisées via l'application sur l'année 2020. Et aujourd'hui, on est à plus de 4 millions déjà de livraisons réalisées cette année. Donc on est vraiment dans un contexte d'hypercroissance assez soutenu. Du coup, nous, notre enjeu, c'est de répondre en fait. La satisfaction chez nous, elle est finalement assez basique. J'ai rejoint moi l'aventure Shopopop il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et à ce moment-là, on a d'énormes volumes de contacts. On n'arrive pas très bien à encaisser les pics d'activité. Et notre enjeu pour satisfaire nos clients, c'est simplement scaler notre organisation pour réussir à absorber ces volumes de contacts. Alors, tu nous parles de millions de colis. Moi, je connais quelqu'un qui traite des millions de contacts, 1,5 exactement tous les ans. Delphine, est-ce que tu peux nous faire une rapide photographie de West France et de la satisfaction client ? Ouais. Alors, West France, effectivement, on traite 1,5 million de contacts chaque année. On a un portefeuille abonné de plus de 500 000 personnes. West France, c'est West France, mais aussi 3 autres titres de PQR, Presse Océan pour les Nantais, vous devez connaître, Le Maine Libre et puis le Courrier de l'Ouest. C'est aussi 8 magazines, c'est des hors-séries.
Du coup, pour répondre à toutes les demandes de nos clients, on a plus de 200 procédures formalisées. On adresse chaque mois à nos prestataires entre 30 et 40 nouveautés, actualités. Et donc, on a un vrai enjeu au niveau de la satisfaction client, c'est comment maintenir notre niveau de qualité de traitement malgré toute cette complexité. Et donc, pour traiter ces demandes, on a 3 équipes prestataires et puis une équipe interne. Très bien, merci pour cette photographie. Ludovic, toi, ça fait 18 ans que tu as monté ta boîte. 18 mois. 18 mois, pardon. Ouais. Mais tu sais que en année entrepreneuriale, je ne sais pas si ça compte pareil. Ça peut être comme les chats, ces histoires. Donc, ça fait 18 mois. Et du coup, tu vois, ça me fait penser un peu à moi. Et tu vois, ça passe super vite en réalité. Et quelle est, toi, ta stratégie, finalement, en termes de satisfaction? C'est un enjeu. C'est la prio ou pas? Est-ce que tu mises tout sur le produit et puis on verra après s'ils sont contents? Non, clairement. Alors nous, effectivement, ça fait 18 mois. Donc nous, on est parti d'une feuille blanche très récemment avec près de 400 clients, un peu plus maintenant, qui sont arrivés assez vite sur la plateforme. Et un enjeu, effectivement, de bien onboarder, de bien s'assurer de l'usage de la solution et donc de passer énormément de temps sur le sujet. Ça a été vraiment ce qui nous a fait grandir dans notre roadmap, et avec une facilité d'une jeune start-up, c'est une hyper agilité qui permettait d'ajuster côté produit très très vite. Et alors attends, juste dis-nous, dans quel secteur d'activité tu évolues? Parce qu'ils ne sont pas encore mondialement connus. Dans 17 ans et quelques, tu seras très connu. Allo, alors on est une plateforme de mise en relation des particuliers avec les professionnels du droit, un peu à la façon d'Octolib, pour ne pas les citer. Voilà. Notre sujet, c'était de dire l'accès au droit reste un sujet compliqué pour beaucoup de Français. Passer la porte d'un notaire ou d'un avocat, ce n'est pas un sujet évident. Et qui plus est, si je pousse plus loin, la notion d'expérience client, pour le coup, chez un notaire et un avocat, elle est pas tout le temps extrêmement folle. Non. Et ça vaut chez eux aussi l'expérience client. Donc nous, c'est assez drôle en plus qu'on fasse ce talk, parce que nous, on accompagne les professionnels de droit justement pour qu'ils aient une satisfaction client et une expérience client digne de 2025, je dirais. Et qui plus est, en plus, sur un marché chez eux qui est relativement contraint, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de communication. Donc comment se différencier sur un marché hyper concurrentiel, si ce n'est que par leur satisfaction client et leur expérience client. Donc quand je prône ça, on les outille effectivement pour accompagner ça avec des campagnes de sollicitation, en leur livrant de plus en plus des dossiers clés en main pour gagner en productivité. Mais quand on prône ça, effectivement, nous, ce qu'on prône, c'est une expérience client chez nos professionnels de droit. Donc on se devait d'être parfaitement irréprochable de notre côté. Et puis surtout, c'est ce qui nous a permis d'apprendre et de grandir pour asseoir vraiment aujourd'hui les un peu plus de 400 notaires et avocats qu'on a sur la plateforme sur un peu plus de 200 villes de France désormais. Ouais. Bravo déjà. Merci pour ce chemin parcouru. Laure, toi de ton côté, tu étais face à une situation très bon NPS, très bon CSAT, 90%. Bravo. Merci. Mais NPS qui fait un petit peu la tronche. On parlait tout à l'heure de quel est le bon indicateur de satisfaction. C'est vrai que chez Doctolib, on était à ce moment-là à 35, donc ce qui peut paraître très chouette. Et c'est vrai que c'est très chouette, mais évidemment, chez Doctolib, on a toujours des objectifs très ambitieux, donc on vise le 40, voire 45. Et ce qui se passait, c'est que nous, au service client, vraiment, QS à 90, CSAT à 90, donc voilà, on se dit, on est super, limite on se gargarise de nos résultats. Et il s'avère que quand on va creuser dans les verbatims des NPS, on se rend compte que on a des clients qui nous reprochent, entre guillemets, de prendre trop de temps à leur répondre, d'avoir trop d'interlocuteurs. Donc, on s'est dit, il faut qu'on repense peut-être nos KPI. Et on s'est dit, il faut qu'on aille plus sur un KPI de perception client, plus qu'un KPI de performance du service client en lui-même. Et donc, on a créé le KPI Gold, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et oui, il y a des créateurs de KPI, du coup, dans cet événement. On ne s'est pas foulé pour le nom, je vous l'accorde. Tu vas pouvoir nous parler tout de suite de ce KPI. Moi, il y a un exercice que j'aime bien faire à mes clients, c'est de se dire, en fait, tu vas faire ton lexique de la relation et de la satisfaction client. Donc, c'est un exercice qui peut paraître basique, mais que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est rédiger quelle est la définition pour vous déjà. Qu'est-ce qu'un client? Qu'est-ce qu'un client satisfait? Qu'est-ce qu'une réclamation? Il y a plein de débats qui vont être générés de par le fait déjà de se poser ces simples questions.
Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on passe à l'action chez Doctolib avec ce fameux KPI sur mesure? Ouais, donc on a segmenté, on va dire, le traitement, la résolution de nos demandes. Et donc, le KPI Gold, c'est avoir sur les appels une demande qui est traitée en une journée, donc en 8 heures, et en même temps en une seule interaction. Donc, quand je parle d'interaction, c'est vraiment le client qui nous parle. Bien sûr, si le conseiller lui répond, ça ne compte pas. Et ensuite, bien sûr, après, on a ce qu'on appelle les silver et les bronzes, mais je pense que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui. C'était vraiment, nous, notre objectif quand on a lancé ce KPI-là, c'est de se réaliser un focus sur le gold. Oui, mais alors du coup, comment ça fonctionne après? Donc, tu as certains critères pour dire que tu es gold, et ton silver et ton bronze, quand même, du coup, tu dégrades beaucoup tes critères? Ouais, alors là, je vous ai présenté le gold pour les appels. Pour les écrits, c'est 2 jours et 2 interactions. Parce que forcément, on propose des solutions techniques. Donc, quand on nous écrit via un formulaire, parfois, il nous faut un petit peu plus d'éléments pour pouvoir répondre. L'ID du rendez-vous, enfin voilà, des éléments un peu techniques. Donc voilà. Et ensuite, sur la partie call, donc les silver, c'est exactement la même chose que les critères pour les écrits. Et les bronzes, c'est tout ce qui reste. Et c'est pas très joli à voir. Heureusement, ça diminue énormément. Super. Et comment tu fais pour que tes équipes adoptent ce nouveau KPI? Parce que la transfo, c'est pas facile. On va en parler un peu plus en détail. Ouais. Alors déjà, je repense l'organisation. Je mets plusieurs personnes vraiment responsables, honneurs du sujet Gold pour chacun des périmètres. Ensuite, évidemment, je communique, comme tout le monde lorsqu'on doit faire un accompagnement au changement. Et surtout, je communique à l'intégralité de l'entreprise. Vraiment aussi bien aux services qui gravitent autour du service client, donc les commerciaux, etc., mais vraiment l'intégralité des Doctolibers, comme nous nous appelons, est au courant du Gold. Okay. Mais tu peux nous donner des exemples de communication que tu mets en place et en fonction des cibles? Pareil, moi, un tip, ce que j'aime bien partager, c'est franchement, vous devenez des as de la com et vous prenez un fichier Excel, vous dites, OK, quelles sont les actions de com que je mets en place auprès de mes managers, auprès de mes opérationnels, etc. Et c'est comme si je lançais un nouveau produit. Est-ce que je choisis la télé, la radio, du print, etc. Oui, tout à fait. Donc, chez Doctolib, on a des instances qui sont sacralisées, qui ont lieu tout le temps. Donc, on a une instance mensuelle pour tous les pays et la même chose pour la France. Donc là, vraiment, quand on a un gros sujet de ce type, on va dans cette instance-là. Je suis sûre que je vais avoir tout le monde. En plus, c'est soit en présentiel, soit à distance. Mais je suis sûre que je vais toucher l'intégralité du monde Doctolib. Tu inondes. Voilà, exactement. Et en plus, je répète. Genre, je viens plusieurs fois. Vraiment, je me dis... Combien de fois il faut? Au moins 3 fois. Alors pas tous les mois, je vous rassure, j'étale un petit peu. Mais surtout, c'est important aussi de montrer l'évolution. C'est-à-dire que je vais aller communiquer sur coucou, on vient de lancer un nouveau KPI au service client, mais ensuite je vais y retourner pour vous dire, vous vous souvenez, je vous en ai parlé, on a lancé ça en avril, et je reviens régulièrement pour faire une mise à jour et leur dire à quoi ça a servi. Au support, donc là, je communique via les instances classiques. Pour ce sujet-là, évidemment, j'ai fait vraiment la grand-messe spéciale Gold pour que tout le monde soit bien sur le pont pour démarrer ce nouveau KPI. Et puis surtout, ce qui est important, je pense, tu parlais de à qui on s'adresse et comment on le fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de communiquer des vrais cas clients sur lesquels on a réalisé justement, tu vois, une réponse rapide et peu d'interactions. Ce que ça a généré derrière. Et je trouve que c'est hyper concret et ça parle à tout le monde. Donc, ça permet de bien mobiliser toutes les équipes. Ouais, retour au concret, c'est indispensable. Toi, Isaline, du coup, tu utilises plutôt des KPI, des fondamentaux, je dirais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors nous, du coup, on est vraiment sur la qualité de service, puisque notre enjeu prioritairement, c'est de répondre. Donc là, au cours de cette dernière année, depuis l'année dernière, on a réussi à passer d'une qualité de service de 70% sur nos flux chauds, qui ne nous satisfaisaient pas du tout, à plutôt 82%. Donc là, on commence à être un peu plus sur nos ambitions. On vise de performer un peu plus encore en 2026 pour atteindre une qualité de service de 85% en 2026 et d'aller sur du 90% en 2027. Pour réaliser ça, au cours de cette année, on avait identifié 2 leviers. Le premier, c'était la partie externalisation, sur laquelle on a massivement activé cette année avec un de nos partenaires, notre partenaire OnePilot. Oui, avec qui tu as fait un atelier tout à l'heure. Avec qui on a fait un atelier où on a parlé un peu plus de la démarche.
Et puis notre deuxième levier, c'est plutôt un levier outil, où là, effectivement, notre enjeu, c'est de réussir à réduire le volume de contacts entrants par l'automatisation et l'implémentation de l'IA sur laquelle on est également en train de bosser et de déployer ces nouveaux outils-là. Donc notre idée, de toute façon, c'est un peu les fondamentaux de la scalabilité, c'est de réussir à absorber nos volumes, gérer l'hypercroissance sans pénaliser la qualité. Effectivement, tu ouvres un débat, externalisation. Est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut faire faire? Je ne sais pas. Pourquoi toi, tu as choisi de faire faire, notamment sur ton chat, où du coup, tu as tout donné? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a plutôt privilégié l'activation du levier outil. Au départ, en début d'année, on s'est dit, voilà, on va structurer nos flux, mieux mesurer justement nos KPI, nos interactions. Et quand on sera clean, on ira externaliser ce qu'on veut externaliser. Donc, en fait, on a travaillé sur le reparamétrage de notre outil de ticketing. On a déployé et en fait, ça a été une cata, ça s'est pas très bien passé. Il y a aussi des fois où il n'y a pas des succès. Hein. Voilà, donc là, ça n'a pas été un franc succès. Notre QS, pour le coup, elle est tombée à 40% le mois du déploiement, donc on a un peu pleuré, enfin surtout moi. Et là, clairement, les clients n'étaient pas du tout satisfaits. Donc on a dû être hyper pragmatique, on a décidé d'un rollback. Et là, on avait commencé à avancer avec OnePilot initialement pour couvrir le dimanche. Et en fait, on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait envisagé et on est carrément effectivement confié l'ensemble de nos flux de chat. Nous, ça a été vraiment, franchement, ça nous a sauvé cette décision-là. Parce qu'en fait, il fallait absolument qu'on sécurise notre performance. Aujourd'hui, on est leader dans notre domaine. L'excellence opérationnelle, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui nous positionne en tant que leader. Et quand on ne répond pas, c'est pas possible. En fait, c'est pas envisageable, quoi. Donc aujourd'hui, on a aussi réussi donc à non seulement mieux performer sur la QS, mais aussi réduire drastiquement la DMR. On est passé de 9 minutes, donc le délai moyen de réponse, l'année dernière qui était à 9 minutes sur notre chat, donc autant dire que c'est hyper long. Là, aujourd'hui, on est à moins de 3 minutes, donc on est quand même sur des niveaux un petit peu plus acceptables. Belle remontada quand même. Bravo Isaline. Et hier soir, j'avais une conversation d'ailleurs, on se disait, en fait, il faut échouer, mais il faut échouer vite. Donc, je trouve que c'est un peu ça aussi, l'expérience client. Il faut expérimenter. Et puis, des fois, ça se casse la gueule, mais c'est pas grave. On remonte et on réessaie. Et la preuve, du coup, est très belle remontée. Donc, bravo. Côté Ouest France, tu as quand même 3 prestataires, ma chère Delphine, plus une équipe en interne, plus, on pourra en parler, ton SharePoint de 200 procédures. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça ? Alors ouais, nous on a fait le choix chez Ouest France, un peu comme Isaline, d'externaliser au maximum les traitements. Et l'idée, c'est que notre équipe interne soit vraiment une équipe d'expertise. Donc dans l'équipe, j'ai 6 personnes. J'ai donc 2 personnes qui pilotent les prestataires. J'ai une personne qui est coordinatrice métier, donc qui gère toute la connaissance, qui maintient à jour la connaissance. Et j'ai 3 expertes qui sont capables d'amener du traitement de la demande client ou un soutien complémentaire à la coordinatrice sur la partie process, sur le traitement des demandes clients. Alors, quand on travaille avec 3 prestataires, effectivement, ce qui est important, c'est que la connaissance, elle soit disponible et partagée. Et là-dessus, on a un véritable enjeu parce qu'on a 200 procédures. L'outil est quand même pas très user-friendly puisqu'on utilise un SharePoint et qu'on a du coup nos prestataires qui retravaillent de leur côté nos procédures pour les réintégrer à leurs outils, puisque effectivement le SharePoint n'est pas très opérationnel pour les conseillers. Comment ça, c'est pas bien un SharePoint ? Avouez, il y en a plusieurs qui ont des SharePoint. Alors, on a quand même cet atout d'avoir formalisé les 200 procédures. Non, mais déjà, bien évidemment, il y a des boîtes qui ne l'ont pas fait. Voilà. Après, on est quand même dans une grosse entreprise qui met pas toujours qui n'a pas toujours les disponibilités pour le service client. Donc, qui a mis ses priorités ailleurs. Mais ça va changer. Oui, en 2026, du coup. En 2026, on a un projet de refondre la base de connaissances et d'aller vers une base de connaissances partagée et qui intègre de l'IA pour faciliter le travail
de nos collaborateurs. Ouais, ça va leur changer la vie. Ludovic, toi, forcément, tu es encore à l'étape où tu fais tout par toi-même. Tu onboardes chacun de tes clients individuellement. Tu passes 2 heures avec chacun d'entre eux. Jusqu'à quand? Oui, effectivement, on a une première phase d'onboarding d'une heure et demie, on va dire. On a après une deuxième phase au bout d'un mois et une troisième phase au bout de 6 mois. Encore une fois, c'était un choix de notre part. De surinvestir, Ouais, du coup. de surinvestir pour apprendre, pour le coup, partant d'une feuille blanche, c'est une vraie chance. Et puis, alors même si les suivants, on va aussi les bichonner, mais les premiers, on les bichonne encore 1000 fois plus. Mais surtout, ça nous a permis d'apprendre, de commencer à écrire aussi, on n'a pas encore le SharePoint, mais de commencer à écrire le standard chez nous, ce qu'est le standard, et d'identifier assez vite aussi les zones qui ont moins de valeur ajoutée. Quand je dis moins de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive dans une phase critique, effectivement, où on a beaucoup de clients. On est au tout début de l'hypercroissance, pour le coup. Et le sujet, c'est où est-ce qu'on peut automatiser pour garder un niveau de satisfaction élevé, mais en se concentrant plutôt sur des aspects qui ont plus de valeur ajoutée dans Oui, l'usage. pas faire de la surqualité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, typiquement, pour donner un exemple extrêmement concret, les fiches profils, les fameuses fiches profils des professionnels qui sont une photo, une bio du professionnel que voit le grand public pour faire le choix du professionnel, c'est des éléments où on passait beaucoup de temps parce que on était en visio avec eux, le temps qu'ils choisissent la photo, qu'ils écrivent une bio, etc., etc. Donc là, on a posé un agent IA sur le sujet qui va aller requêter partout sur le web pour trouver la belle photo, suggérer une bio, etc. Et généralement, on fait de l'ajustement à la marge, mais là-dessus, rien que ça, on gagne énormément de temps. Il y a une satisfaction parce que quand le client il arrive chez nous en onboarding, en plus, il se dit tiens, ils ont fait le job, quoi. Et en plus, Il y a un effet waouh quand même. Tout à fait, ouais. Donc l'idée, voilà, c'est là où il y a moins de valeur ajoutée, c'est de regarder ce qu'on peut automatiser pour se concentrer sur l'usage et sur l'adoption et faire la satisfaction par l'usage et l'adoption. Très bien. Transformation maintenant. Laure, j'aimerais bien savoir quels sont les secrets pour toi d'une transformation réussie? Alors déjà les résultats, évidemment. La finalité. Non, mais bien sûr, forcément, quand on se fixe des objectifs, les suivre et de voir que ça progresse et qu'on les atteigne ou pas. Mais de toute façon, on voit, enfin, c'est toujours mieux de les atteindre, mais je veux dire déjà de bien progresser, c'est hyper important. Mais c'est aussi et surtout, je pense, dans les habitudes. Là, pour ce KPI, par exemple, c'est vrai que maintenant, les conseillers me disent plus j'ai traité ma demande, mais j'ai résolu la demande. Je sens aussi une émulation, tu vois, tout le monde. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais en fait, c'est intégré aussi dans le bonus des conseillers. Avant, ils étaient que sur du taux, et là, maintenant, on est sur de l'acte. Donc, en fait, ils ont réalisé un case et il est gold, hop, ça rentre tout de suite dans leur bonus. Donc, forcément, ça génère aussi une émulation. Et dès que, par exemple, on va changer un process ou quelque chose, non, mais Laure, c'est pas gold là ce que tu me demandes de faire. Donc, c'est exactement ce que j'attends, et je trouve ça hyper intéressant. Et Ouais, vraiment, green flag, je sens là. le changement, quoi. Ouais. Bon, c'est top, bravo. Et donc, du coup, vous avez gagné combien de points de NPS? Alors, on était Parce à qu'on 35, était quand ouais. même à ça au début de l'histoire. Alors, tout à fait. Nous étions à 35, nous sommes à 38. Alors après, le NPS, c'est évidemment pas que le service client, parce que c'est un NPS vraiment pour l'intégralité de l'entreprise. Donc, c'est des enquêtes qui sont faites tous les 3 mois. Mais je continue d'éplucher les verbatims NPS et j'en vois encore toujours, mais j'en vois de moins en moins. Donc, ça, c'est chouette. Bravo. Merci. Isaline, toi, du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une partie, d'un échec. Ça arrive à tout le monde dans la vie de nos entrepreneurs de l'expérience client, de manière générale. Un petit retour, quoi. Exactement, voilà. Qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, concrètement, moi, l'erreur que j'ai faite, je pense, c'est que je suis partie du principe que l'outil de ticketing était un outil connu, maîtrisé par les équipes, déployé déjà depuis 2021, en fait, chez Shopopop. Donc, en mode, ils le connaissent déjà, quoi, ça va aller vite. Et j'ai voulu passer trop de choses d'un coup, en fait. J'ai changé un peu déjà le paramétrage, l'organisation des flux. Il y avait de nouveaux gestes, de nouveaux process, une nouvelle structuration. Enfin, en fait, c'était trop. Et du coup, il y a eu pas mal de résistance de la part des équipes. Malgré la formation, malgré la communication, c'est pas passé. En fait, il aurait fallu le découper un peu plus précisément. Comment tu t'es rendu compte que ça passait pas? Pas d'adoption en fait, au nouveau le process. truc, c'est que quand on a déployé, techniquement, on a eu une problématique de cohabitation de 2 technos. En fait, on pensait que ça allait marcher et en fait, ça n'a pas marché comme on le pensait. Et j'ai vu qu'il y avait un brouillage en fait dans la perception des équipes qui pensaient que c'était plutôt le choix
d'organisation et de restructuration des flux que le problème technique en fait qui posait problème. Alors qu'en fait, au fond, c'est surtout que ça ne marchait pas comme on l'avait imaginé. Donc, non, ça a été un moment assez compliqué hein, pour tout le monde, pour les équipes aussi, voilà, pour les clients, pour tout le monde. Ça a été un peu le crash de ma prise de poste, quoi. Du coup, l'autre truc que j'avais sous-estimé, c'est vrai qu'on a beaucoup quand même de discours autour des outils no-code qui sont vraiment sur du paramétrage à la main du métier, donc c'est assez séduisant. Nous, comme dans beaucoup d'entreprises tech, la roadmap est full. Enfin voilà, on n'a pas beaucoup de disponibilité dans les équipes tech et produits. Donc on s'est dit, pas de problème, on va pouvoir mener tous ces changements en étant hyper autonome sur le sujet. Et en fait, voilà, on n'avait pas pris la mesure aussi de certaines intégrations très custom, hyper bien documentées, parce que voilà, ça s'est fait dans des phases d'hypercroissance, des gens qui sont parfois partis. Enfin voilà. Et en fait, il y avait une personnalisation assez importante de nos intégrations. Donc, on n'a pas pu déployer tout comme on le souhaitait. Donc, au final, ce que j'ai appris, c'est qu'une transformation, ça ne se déploie pas, ça se construit. Et en fait, ça se construit en transverse, de préférence. Donc, voilà. Aujourd'hui, on avance différemment. Donc, on a externalisé pour se redonner du souffle. Et ça nous a permis de mieux découper ce chantier outils et d'embarquer beaucoup plus précisément en transverse, justement, les équipes produits et tech qui ont vraiment pris une nouvelle dimension dans ce redéploiement d'une nouvelle version. Et d'ailleurs, on a même choisi d'aller un peu plus vite sur l'IA, du coup, d'aller taper tout de suite la step un peu au-dessus. Top, bravo. Merci. Delphine, ça fait 12 ans que tu es chez West France, des transformations, tu en as vécu plusieurs. Toi, qu'est-ce que tu en retiens et comment est-ce qu'on transforme bien une entreprise pour qu'elle génère de la satisfaction client ? Alors, les transformations, c'est pas tant au service client qu'on les a vécues, c'est plutôt les autres qui se transforment beaucoup. Donc nous, on est toujours plutôt volontaire à accompagner le changement et il n'y a pas trop de réticence là-dedans. Par contre, ce que je trouve compliqué dans les transformations, c'est justement d'être associé très en amont parce que finalement, en tout cas, chez West France, tout ce qui change a un impact de près ou de loin sur l'abonné et donc on a besoin, nous, au service client, d'être informés très tôt et donc il a fallu éduquer nos collègues pour leur expliquer l'importance d'être associés le plus en amont possible des projets, de se faire reconnaître aussi dans notre légitimité à porter la voix du client. On est quand même, je pense, ceux de l'entreprise qui connaissent le mieux les réactions que vont avoir nos clients, donc c'est important qu'on puisse nous reconnaître aussi légitimes dans la participation au projet. Et puis, toujours cette complexité, à chaque fois que quelque chose évolue, les process évoluent, la connaissance doit évoluer avec, et comment on gère, comment on maintient notre connaissance, c'est ce que je trouve assez compliqué aujourd'hui. Il faut faire beaucoup de lobbying pour devenir le BFF de tout le monde dans l'entreprise. C'est pas facile. Oui, je sais. Et justement, j'aimerais bien qu'on se fasse 3 apprentissages clés sur la satisfaction client, chacun d'entre nous. C'est une des dernières parties de cette table ronde. 3 apprentissages concrets et actionnables. Ludovic. Moi, ce que je peux dire effectivement pour des plus jeunes entreprises comme la nôtre, mais je pense que c'est valable de façon globale, c'est que le surinvestissement sur un démarrage auprès du client, c'est gagner en intelligence sur la suite. Globalement, ce qu'on ne sait pas entendre au début, on le paye 10 fois plus cher après, très clairement. Le deuxième, c'est que pour le coup, c'est un vrai point de différenciation aussi. Alors nous, on a la chance, je ne citerai pas d'éditeur ici, mais on a la chance dans l'écosystème du droit à ce que le service client soit vraiment un sujet douloureux pour les notaires comme pour les avocats. Et on savait que c'était un vrai élément différenciant et qu'il fallait qu'on le fasse. Vous parlez simplement de basique, alors qui parlera à tout le monde, mais nous, le simple fait qu'il y ait ne serait-ce qu'un mail de prise en compte, de suivi d'un case, c'était presque un élément nouveau chez les notaires et les avocats. Donc on a mis très clairement des basiques comme cela, en mettant après un peu plus d'éléments. On s'appuie notamment sur Salesforce, sur le sujet depuis le début, avec du chatbot et de la FAQ. Ça a été un vrai élément de différenciation et ça a même déclenché du bouche à oreille chez nos clients, en disant non seulement allô, une solution nouvelle extraordinaire, voilà, mais en plus, on a une proximité avec eux qui est forte, qui est plus forte que n'importe quel éditeur. Donc ça a été un vrai élément différenciant, cet investissement. Et puis je dirais qu'après, le dernier enseignement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, automatisons là où on a compris.
Il y a aujourd'hui plein de sujets. On a parlé d'entreprises agentiques notamment aujourd'hui. Il y a plein de sujets qui permettent d'automatiser beaucoup de choses. Et comme je disais tout à l'heure, sur les sujets qui ont peu ou pas de valeur ajoutée, automatisons le plus possible suite à cet apprentissage. Okay. Est-ce que tu serais plutôt du genre à dire qu'il faut d'abord faire par toi-même pour ensuite pouvoir l'automatiser ou le sous-traiter? Oui, clairement. Okay. Oui, clairement. Et encore une fois, alors c'est un peu particulier nous sur la phase sur laquelle on était, mais ça nous a permis de construire notre roadmap, d'ajuster des points très vite. Pour le coup, même si on avait une roadmap chargée, très petite équipe, donc une vélocité, une agilité qui nous permet d'avoir qui nous permettait d'avoir des correctifs, voire des évolutifs mineurs dans la journée. Donc oui, ça nous a fait gagner un temps fou, parce que ce que je dis souvent, on avait, nous, des avocats et des notaires qui ont co-construit la solution avec nous, mais en atelier, tout est fantastique. En atelier, tout marche toujours très bien. La réalité du terrain, ensuite, dans l'usage, la diffusion plus large, elle est tout autre. Donc cet investissement post-atelier dans la réalité du terrain, elle est juste essentielle. Et même si on automatise, je ne vais pas faire le résumé de ce qu'on va se dire après, mais notre rêve à nous, c'est qu'on n'ait pas d'appel client et que ce soit le CSM qui aille vers le client pour aller à cette écoute, et qu'à la limite, son job ne soit plus réduit qu'à ça, à de l'écoute client, parce que c'est l'essentiel sur la satisfaction. Très clair, merci. Isaline, toi, chez Shopopop, du coup, tes 3 apprentissages? Mes 3 apprentissages, nous, c'est d'abord que en fait, la joignabilité va précéder la qualité perçue. En fait. Déjà, nous, notre enjeu, c'est effectivement de répondre. Et ensuite, une fois qu'on a validé ce truc assez basique, on pourra aller sur la qualité et aller plus loin. Non, mais sur tu sais qu'il d'autres y a plein de boîtes qui veulent mettre des paillettes alors qu'elles ne sont pas les basiques. Donc, ouais, t'inquiète. Déjà, commençons par répondre. Nous, on en est effectivement là. Ensuite, le deuxième enseignement, c'est ce que j'ai dit, en fait, de vraiment... même quand on est un peu sous pression, parce qu'il y a de la croissance, il y a des volumes, il y a des enjeux de coûts, de maîtrise, prendre quand même le temps de mieux découper les projets et de ne pas vouloir aller trop vite, même si on est sous pression. Hein, clairement, il y a aussi de l'attente, donc accepter de prendre un peu de recul là-dessus. Et puis mon troisième enseignement, c'est que l'externalisation, c'est vraiment, pour nous en tout cas, ça a été vraiment une respiration stratégique. C'est pas un échec de se dire on n'arrive pas à le faire en interne, il faut externaliser. C'est de la résilience, c'est beaucoup plus de flexibilité, c'est se donner aussi justement du temps et de la ressource, et même à nos équipes, parce que franchement, nous, l'équipe, il y a une fatigue du changement, on ne peut jamais les sortir de production. Là, on peut les reconnecter au reste de l'entreprise. Et tu disais, les séminaires, c'était pour tout le monde, sauf pour vous, quoi. Ouais, c'est vrai que notre séminaire annuel s'appelle Tous ailleurs. Et moi, quand je suis arrivée, c'est tous ailleurs, sauf la prod, en fait. Nous, on travaille, quoi, pendant que les autres profitent. Et ça, c'est vraiment un rythme et une dynamique un peu compliquée pour les équipes, en fait. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. Delphine, tes 3 apprentissages. Alors, mes 3 apprentissages, déjà, je pense que la complexité se pilote par la cohérence et la communication. Je pense que c'est important quand on a des procédures complexes, que les choses soient bien formalisées, soient bien partagées et bien communiquées. Et ça, c'est une de nos forces quand même avec les 2 pilotes de prestataires, c'est qu'on a des échanges vraiment quotidiens avec nos équipes prestataires, et ça permet aussi de maintenir notre niveau de qualité. Le deuxième enseignement, c'est que pour moi, la confiance crée les conditions de l'engagement de nos partenaires. On a vraiment une belle relation de partenariat avec nos prestataires, et on a des équipes très engagées, et ça vient au service de la qualité de traitement et de la satisfaction de nos clients. Et puis, mon dernier enseignement, c'est que chaque contact qu'on a avec nos clients est important, et c'est à chaque fois un moment privilégié pour réinvestir dans la relation. Et donc voilà, chaque contact est unique et chaque client compte. On y reviendra sur notre finalisation de cette table ronde. Laure, de ton côté, le KPI, le KPI c'est Gold du coup chez Docto, c'est ça?
Oui, mais moi, mes enseignements, le premier, je dirais, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'un bon KPI, c'est pas uniquement un changement dans les chiffres, mais surtout dans les comportements. C'est vrai que ce KPI Gold, ça a changé, comme je le disais, dans l'équipe support, mais pas que. Aussi, quand on échange avec les autres équipes qui travaillent avec nous au quotidien, eux-mêmes parlent du Gold. Donc ça, c'est vraiment chouette et c'est ça qui me fait dire que c'est un bon KPI. Le second enseignement, je pense que c'est important de piloter avec des indicateurs de perception client et pas uniquement de performance interne. C'est ce que je disais au tout début, mais c'est sûr que... Et aussi se questionner tout le temps, parce que se dire, j'ai une super QS et j'ai une super CSAT, on peut aussi s'en satisfaire et se dire, c'est OK. Et je trouve que c'est bien d'aller toujours plus loin, d'aller toujours décortiquer tous les retours des clients. C'est hyper important. Et puis le troisième, Isaline ne me contredira pas, je dirais que la transformation, ça prend du temps et c'est normal. on est vraiment OK avec ça. Et là, dans la transformation dont je viens de vous parler, on a vraiment de très bons résultats, mais je sais qu'on peut aller encore plus loin, mais voilà, il faudra prendre le temps et puis continuer de marteler que le client est le plus important, quoi. Alors que tu l'as lancé quand, ton KPI Gold? Il n'y a En pas avril, si longtemps. en avril. Ouais. T'inquiète. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que chez Doctolib, on lance et il faut que ce soit OK le mois suivant. Mais vraiment, ça se passe très bien pour l'instant. Les boîtes normales, elles font de la transfo en 3-5 ans. Chez Docto, c'est 6 mois. C'est 6 à 12 mois. Voilà. Ça marche. Ce matin, on a fait une ouverture sur l'intelligence artificielle. Du coup, moi, j'aimerais bien connaître votre point de vue sur l'intelligence artificielle et sur comment est-ce que vous l'intégrez dans votre expérience client. Bien évidemment, toujours dans l'objectif de générer de la satisfaction client. Isaline, dis-moi tout. Nous, du coup, effectivement, on a décidé d'avancer très prochainement en implémentant un nouveau bot IA. Notre enjeu, c'est de réussir justement toujours à soutenir notre QS. Pour l'instant, on en est toujours là, mais pour réduire, automatiser un maximum de choses et réduire le volume de contacts en entrée, pouvoir concentrer du coup nos équipes sur des contacts à plus forte valeur. C'est vraiment le pitch de base de l'IA, mais on est vraiment dans ce cas d'usage là. Et comme ça va nous permettre aussi d'aller sur le deuxième étage de la fusée, qui va être plus sur justement la qualité, le score d'effort, etc. Où on veut aller plus loin, puisqu'on aura stabilisé notre capacité à répondre. Donc on est dessus, très concrètement. Normalement, on déploie notre bot si tout se passe comme prévu. Et sur un tout petit échantillonnage sécure la semaine prochaine. Donc voilà, on verra. Ok, on aura de tes nouvelles bientôt. Du coup, on vous fera le Rex de ce POC. De ton côté, Delphine, du coup, comment est-ce que tu vas intégrer l'IA? C'est prévu pour remplacer SharePoint? Alors oui. Oui, on a prévu sur 2026 de lancer le projet de la base de connaissances avec des outils qui intégreront de l'IA. Ça nous paraît incontournable. Ça va vraiment offrir un nouveau souffle pour les conseillers parce qu'on voit que là, ça devient compliqué. On a des conseillers qui ont une tête bien faite, qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot, heureusement. Mais l'IA va vraiment nous apporter une nouvelle façon de travailler, beaucoup plus de confort dans le quotidien. Ouais. Okay, très bien. Laure? Alors oui, Boitech, vous doutez bien. Donc oui, non, mais c'est sûr qu'on intègre de l'IA déjà dans les solutions, dès que l'on peut, pour faciliter le quotidien des soignants. Donc évidemment, pour le support, c'est en toute logique qu'on travaille à intégrer de l'IA. Donc déjà en amont du traitement de nos demandes, on a une petite couche d'intelligence artificielle qui va diriger les demandes au bon endroit, parce que forcément, pour répondre vite et avec une seule itération, il faut que la demande arrive tout de suite au bon endroit. Donc ça, c'est hyper important, ça nous aide beaucoup. Et ensuite, forcément, on a tout ce qui est résumé d'appel pour les conseillers. Et puis, on crée des assistants vraiment spécifiques pour chacune des tâches. Donc, ça va être, quelle est la solution la plus efficace pour telle demande. Forcément, ça va aller chercher dans la base de co et proposer une solution. Mais on va continuer. Je trouve que c'est hyper important d'avoir des assistants dédiés à chaque tâche pour que ce soit très, très efficace. Donc, c'est ce qu'on fait. Très bien. Ludovic, tu en as parlé tout à l'heure. Du coup, tu vas les aider à générer un profil de manière totalement automatisée avec l'IA. Tu as prévu, alors il y a cette brique-là. Toi, comment est-ce que tu vois l'intégration de l'IA dans ton quotidien? Alors nous, l'intégration de l'IA, elle est à peu près à toutes les strates et tous les services. On a déjà une IA, effectivement, qui, dans un premier temps, oriente le particulier en front quand il va prendre son rendez-vous. Okay.
un élément tout bête, mais on ne sait quelquefois pas quel est le bon pro pour répondre à cette problématique. Si je prends les champs de compétences des avocats qui sont multiples, quel est le bon champ de compétences pour En répondre à cette fonction de ton problématique? litige, dans Exactement. quel cadre est-ce que ça rentre, évidemment. Donc on a déjà ça en front client. Après, on a les équipes produits qui, fatalement, dans le quotidien, notamment sur le code de la solution qu'utilise l'IA au quotidien, on commence à toucher du doigt le sujet avec les équipes commerciales. C'est un peu plus tard, je dirais, côté sales, mais on commence à toucher du doigt le sujet. Et puis, fatalement, côté support, comme je disais tout à l'heure, on prône, nous, de l'IA dans notre solution pour les aider à avoir une expérience client digne de ce nom. Donc, on n'a juste pas le droit à l'erreur, nous, de notre côté. Et donc, ça va être, comme je disais, pour se détacher de tâches qui ont peu de valeur ajoutée, se concentrer sur l'usage et l'adoption. Mais c'est essentiellement sur ces sujets-là, ouais. Ok, super, merci. On arrive très bientôt au bout de cette table ronde. Je pense que si on doit retenir 3 choses, c'est tout d'abord, n'hésitez pas à créer vos propres indicateurs. C'est pas parce qu'on nous tanne avec du NPS, avec de la CSAT, etc., que vous pouvez pas créer vos propres indicateurs. Deuxième apprentissage, ça découle de ça, c'est aussi le fait que chaque stratégie dépend de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Moi, je trouve qu'il y a une méthodologie quand même, mais que ce qu'on met à l'intérieur des actions en fonction de notre entreprise, en fonction de notre niveau de maturité, ça ne va pas forcément être la même chose. Donc, à adapter. Et puis, bien évidemment, après, équilibre humain-tech, c'est aussi une question de timing, faire très attention. Tu es un peu genre en mode sur des sables mouvants. Donc, il faut faire très attention dans nos domaines, je trouve. Pour terminer, j'aime bien confronter, et ça découle de l'exercice que je fais faire à mes clients, les différentes satisfactions clients et donc les différentes définitions. Et donc, vous m'avez donné 4 définitions différentes et moi, j'aimerais bien connaître vos avis sur ces 4 définitions. Alors, et chacun peut nous pitcher sa définition. Vas-y, Ludovic, commence par la tienne, c'est la première. Alors, moi, j'ai mis faire en sorte que le client n'ait plus jamais besoin de nous recontacter. Alors, pas besoin de nous recontacter, je précise. Mais, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, à partir du moment où on arrive à tuer l'insatisfaction, on va pouvoir être proactif plutôt que curatif. Et c'est vraiment ça le sujet. C'est, moi, encore une fois, le rêve du CSM, c'est qu'il soit lui qui embête nos clients et ouvre des tickets chez nos clients. Si j'inverse ça, c'est le monde idéal. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on souhaite tendre. Pour être dans une satisfaction qui soit premium. Voilà. Très bien, merci. Delphine, ta définition. Alors, moi, j'ai mis que chaque client doit se sentir écouté, compris et unique parce que dans nos 500 000 abonnés, dans notre complexité, le client n'a pas, il doit pas ressentir le poids de tout ça. Et c'est vraiment important que à chaque contact, ils se sentent compris, qu'ils reçoivent une réponse adaptée et personnalisée. Ok, merci. Ma chère Isaline. C'est à moi. Oui. Alors moi, j'ai mis être joignable quand le client a besoin de nous. En fait, nous, on opère essentiellement dans le secteur alimentaire. Donc, quand on a une livraison qui s'exécute pas de façon fluide, c'est pas un simple irritant, hein, c'est un frigo vide, c'est potentiellement un dîner qui ne se fait pas le soir. Donc voilà, c'est hyper essentiel qu'on puisse être là, être réactif, agir vite. Donc c'est pour ça la définition. C'est ta définition de la satisfaction client. Exactement. Merci. Et toi alors, du coup, ta définition de la satisfaction client? Alors moi, j'ai mis une expérience fluide et personnalisée qui ne demande aucun effort au client. Donc oui, on en a parlé, mais c'est que de lui répondre rapidement. Si on a de l'intelligence artificielle, forcément pas ce truc de l'enfer où il repose 15 millions de fois sa question, ça c'est horrible. Donc si jamais il n'y a pas la réponse tout de suite, je suis transférée au bon parler conseiller. À un humain, parler à un humain. Voilà, donc arriver tout de suite au bon conseiller et qui aura les compétences pour lui répondre et lui apporter la solution et tout de suite. Très bien. Merci à vous 4 de m'avoir accompagné pour cette table ronde. Évidemment, on est dispo pour les questions-réponses et puis pour votre vote aussi, pour la meilleure définition de la satisfaction client. Nous, on aimerait bien savoir. Peut-être. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment passé ensemble. Je sais qu'on arrive à la fin de cet après-midi. Est-ce que vous avez des questions avant que je puisse vous annoncer, parce que je n'autorise pas l'ouverture des portes avant.
avant qu'on passe au cocktail. Et on va pouvoir distribuer le micro. On va aller au cocktail. Pas de questions, c'est tout clair pour vous? Good. Ok. Une définition de la satisfaction client qui vous plaît le plus? Ah bah. Bah vas-y Cédric, dis-nous. Pourquoi? Non, mais moi j'aime bien l'expérience fluide, sans effort. Alors ça rejoint ce que disaient et Ludovic et Laure. Non, mais les quatre en fait sont complémentaires. C'est ça qui est bien. Donc c'est un parcours simple, être là quand il faut et ne pas avoir besoin d'être là quand il faut pas. Et sinon, quand on est là, répondre juste et bien et à chacun. Ça paraît tellement simple comme ça. C'est beau ce que tu dis. Oh là là, ouais. Mais dans nos quotidiens, ça ne prend pas cette note musicale. Très bien. Des questions? C'est tout good? Eh bien, écoutez, let's go. Alors,